Pourquoi certaines filières d'études sont-elles largement féminisées quand d'autres sont plébiscitées par les hommes? Est-ce inné? Est-ce culturel? On en parle avec nos invités. Alors Valérie Brusseau, vous êtes présidente de l'association Elle Bouge. Bonjour. Bonjour. Amandine Charvet, vous êtes historienne et docteure sur le genre et l'éducation. Bonjour. Bonjour. Et Garance Hiverneau, vous êtes directrice de Garance et moi, un cabinet d'orientation dédié à la carrière des femmes. Bonjour. Bonjour. Et Jeanne Patureau, qui est journaliste au Figaro étudiant. Bonjour. Alors, les hommes font-ils plus d'études que les femmes, Jeanne? En réalité, c'est plutôt l'inverse. D'après les chiffres du ministère de l'Enseignement supérieur publiés en 2022, 55% des jeunes femmes sont diplômées de l'enseignement supérieur contre 45% de garçons. Et ça s'explique par le fait que les jeunes femmes ont tendance à plus obtenir le bac que les garçons. Elles étaient 88% en 2021 contre 78% pour les garçons à la même date. Donc c'est une fois que le bac est en poche, finalement, que leur chemin se sépare. Dans quelle filière est-ce le plus flagrant? Alors il y en a de nombreuses. Les femmes ne représentent par exemple que 41% des effectifs en CPGE, donc en classe préparatoire aux grandes écoles, et 40% en IUT. Là où leur sous-représentation est vraiment la plus flagrante, c'est dans les formations d'ingénieurs, puisqu'elles ne sont que 29%. À l'inverse, les formations paramédicales et sociales sont très féminisées, surreprésentées par les femmes. Elles comprennent 87% de femmes. Elles sont également 7 sur 10 dans les facs de langue, les facs de lettres et les facs de sciences humaines, et très nombreuses en médecine et puis en fac de droit. Comment expliquer ces différences? Alors il y a encore 50 ans, la première explication, c'était de dire que les jeunes filles, finalement, n'avaient pas un cerveau qui était fait pour les sciences ou pour la logique mathématique. Heureusement, cette théorie a été rapidement écartée par plusieurs recherches en la matière. Mais la principale explication, en tout cas qu'avancent les chercheurs, qui n'est vraiment pas la seule, c'est qu'il y a un manque de confiance en elles chez ces jeunes filles, qui manque parfois aussi de modèles sur lesquels s'appuyer, notamment lorsqu'elles voient qu'à Polytechnique, 4 élèves sur 5 sont des garçons. C'est peut-être un petit peu difficile lorsqu'on vise une grande école d'ingénieurs de se dire qu'on a aussi sa place, on a aussi ses chances. Mais effectivement, c'est pas du tout la seule explication. En fait, c'est vraiment un faisceau de pistes. Puisqu'aux États-Unis, si on regarde un petit peu à l'étranger, si les jeunes filles sont elles aussi intéressées par ces métiers d'ingénieur, aux États-Unis, comme dans la plupart des pays occidentaux, comme en France, donc, seuls 8% des diplômés de sciences informatiques sont des femmes. Mais si on s'intéresse à d'autres pays, comme par exemple à l'Algérie, il faut savoir que 41% des diplômés dans ce domaine sont des femmes. Donc ça prouve qu'il y a un vrai intérêt pour les femmes et une vraie réussite. Et d'après plusieurs chercheurs, l'explication, c'est que dans les pays non occidentaux, les femmes vont plutôt chercher des métiers qui vont leur rapporter de l'argent. Là où dans les pays occidentaux, on va peut-être plutôt écouter nos passions, on va se dire bon, c'est pas très grave, j'aurai pas le salaire de mes rêves, mais au moins je ferai un métier qui me plaît énormément. Dans un pays comme en Algérie, on va se dire c'est plutôt une émancipation. En fait, je serai autonome, je serai indépendante si je deviens ingénieure. Amandine Charvet, vous êtes historienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes étapes de l'éducation des filles en France? Alors, au XIXe siècle, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une séparation selon les classes sociales entre les classes populaires et les classes bourgeoises, aristocratiques, qui allaient, elles, dans le secondaire. Et ce secondaire était séparé entre les filles et les garçons, a été pris en charge par l'État pour les filles seulement en 1880, là où les lycées de garçons ont été créés avec Napoléon Ier. Donc déjà, on avait une séparation des lieux, et dans cette séparation des lieux, il y avait aussi une séparation des programmes, où on ne faisait pas la même chose. Par exemple, les lycées de filles ne préparaient pas au baccalauréat, et donc, in fine, les filles ne pouvaient pas aller à l'université. Donc à Paris, par exemple, au lycée Molière, qui était un lycée de filles à l'époque, on ne préparait à l'époque jusqu'en 1920 à peu près. 24, en 1924, on ne préparait pas au bac. Non, on préparait un autre diplôme qui s'appelait le diplôme de fin d'études secondaires de jeunes filles. Et dans ce cursus, notamment, il n'y avait pas de philosophie. Il y avait moins de maths et on avait un certain nombre de matières, de disciplines qui étaient dites sciées aux jeunes filles. Plus. Il n'y avait pas de latin et de grec, par exemple, non? Et notamment, ça leur fermait les portes du baccalauréat qui, à l'époque, avait des épreuves de latin et de grec. Ce qui explique aussi qu'on avait une espèce de retard pour les femmes dans des métiers, dans des professions, type les médecins, les avocats, etc. Oui, il y avait encore... besoin de rentrer à l'université, oui.
Valérie Brusseau, vous êtes présidente de l'association Elle Bouge. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour aider les jeunes filles à faire des maths ? Alors moi, une fois, j'étais allée au salon de l'auto, Oui. où, il y a très longtemps, et où j'avais vu l'association à l'œuvre. J'avais vu plein de lycéennes qui étaient venues interroger des ingénieurs, et j'avais trouvé ça formidable. Alors absolument. Donc l'association Elle Bouge, pour faciliter l'entrée des filles dans les mathématiques, eh bien, elle réalise plus de 500 interventions par an. Et on touche à peu près 40 000 jeunes filles. Et l'essence de notre association, c'est de susciter des vocations scientifiques et techniques auprès des jeunes femmes pour qu'elles aillent faire des maths et faire des carrières d'ingénieurs et de techniciennes. Alors comment on s'y prend ? Aujourd'hui, l'association Elle Bouge, c'est plus de 12 000 marraines. Une marraine, c'est une femme ingénieure qui appartient à nos entreprises partenaires industriels. Donc on a plus de 340 entreprises et également plus de 1500 établissements d'enseignement supérieur. Et donc ces marraines vont aller parler de leur métier auprès des jeunes filles. Elles vont expliquer ce que c'est qu'être une femme ingénieure, pourquoi elles ont choisi ces filières, concrètement, qu'est-ce qu'une femme ingénieure fait toute la journée dans une entreprise. Et donc l'idée, c'est par rôle modèle de déconstruire les stéréotypes, de déconstruire l'image que les jeunes filles peuvent avoir du milieu industriel, et donc de les encourager à faire des maths, à avoir une certaine appétence pour les sciences et les technologies, et donc rejoindre les écoles d'ingénieurs et aller dans les écoles d'ingénieurs et les filières de techniciennes. Donc vous venez aussi parler dans les lycées. Alors, il y a un certain nombre il y a un calendrier, donc on a plein de manifestations. On fait des forums d'orientation. On parle, il y a des journées, il y a la journée par exemple autour de l'industrie de demain, autour de la décarbonation. On a comme ça, on a le challenge Innovatech où pendant une journée, des jeunes filles vont se mettre dans la peau d'une ingénieure avec une marraine. Elles vont concevoir un projet, elles vont concevoir un business case, elles vont concevoir un prototype, elles vont faire de la simulation numérique et puis vont venir le présenter. Et il y a une grande finale qui a lieu tous les ans en mai au ministère de l'Industrie où la gagnante est reçue. Voilà, vous êtes venus, vous êtes invités. On va au salon de l'aéronautique, on va au oui, salon vous avez vu au Bourget aussi. Voilà, au Bourget. Au Bourget. On va dans tous les grands salons, on va à Global Industrie et à chaque fois, avec nos marraines, on vient et on emmène des jeunes filles et on leur présente ce que c'est que d'être une femme ingénieure. Garance Hiverneau, pourquoi c'est important pour des femmes de faire des carrières scientifiques ? Après tout, si elles n'ont pas envie. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y ait une égalité entre les femmes et les hommes. Non, mais elles pourraient le faire, elles pourraient faire des classes prépa. On ne leur interdit pas, mais elles ne le font pas. Elles ne le font pas pour les raisons qu'on a évoquées, c'est des raisons qui sont structurelles, les stéréotypes, les croyances limitantes, et puis la société qui leur renvoie aussi parfois. Et pourquoi c'est important qu'elles le fassent c'est important quand même ? Simplement pour qu'elles puissent gagner bien leur vie, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, quand elles sont adultes, elles se dirigent vers 30 familles de métiers sur les 87 familles de métiers qui existent. Donc elles vont dans très peu de familles de métiers, essentiellement des métiers du service, où elles gagnent bien moins leur vie et où elles ont moins d'opportunités de carrière. Donc malheureusement, les freins économiques qu'elles rencontrent en touchant moins de rémunération vont se répercuter jusqu'à la retraite, puisqu'on voit bien aussi que la pension de retraite va être diminuée de 40% pour les femmes. Mais j'ai l'impression qu'on peut rien y faire. Même dans une école d'ingénieurs, par exemple, comme Centrale, j'avais été stupéfaite de voir que les filles, il y a plein de spécialités à la fin de Centrale. Centrale, c'est quand même la deuxième meilleure école d'ingénieurs du pays. Eh bien, entre toutes les spécialités, elles choisissaient la santé, la biologie. En fait, même lorsqu'elles sont au plus haut niveau, elles ne peuvent pas s'empêcher de choisir les carrières les moins rémunératrices. Oui, parce que c'est, encore une fois, c'est des freins qu'on leur renvoie constamment, c'est des stéréotypes elles-mêmes qu'elles ont intériorisés sur les métiers dits scientifiques ou techniques. Mais quand on leur demande, elles disent non, parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de le faire.
Alors parfois elles le disent, et parfois, nous je peux vous assurer qu'on a accompagné 14 000 femmes dans leur reconversion, et elles disent que ça n'a pas toujours été un choix vraiment éclairé, et qu'elles n'avaient pas une vision exhaustive parfois. Elles ne pouvaient pas imaginer en fait. Elles ne pouvaient pas imaginer, alors à la fois l'impact négatif des choix qu'elles ont faits, évidemment... on ne peut pas se douter parce que... On n'a pas toujours conscience que les premiers choix de carrière ont une influence majeure sur toute la vie professionnelle, et encore une fois, y compris sur la retraite, alors que si dès le départ elles avaient une vision exhaustive avec les rôles modèles et avec différentes actions, peut-être qu'elles feraient un choix éclairé. Par exemple, qui serait bien meilleur dans pour les elles. écoles d'ingénieurs, les écoles d'agronomie, c'est là où il y a le plus de femmes, hein, sont 60%, mais c'est aussi les écoles où on gagne le moins. Est-ce que vous essayez aussi de leur dire, faites des écoles où vous allez gagner bien? C'est un élément important, l'argent? L'argent, c'est un élément important. Évidemment, quand on est une femme ingénieure et on gagne bien sa vie, on est plutôt dans le haut du panel au niveau des couches sociales. Ce qui est important, c'est de déconstruire l'image de l'industrie. C'est avant tout ça, et c'est ce que fait Elle Bouge au travers de tous ces événements. Aujourd'hui, l'industrie, c'est quand même une vision extrêmement patriarcale. C'est une organisation qui a été pensée par des hommes, pour des hommes. Il y a des freins pour aller dans l'industrie. Alors qu'être une femme dans l'industrie, moi j'y suis depuis plus de 30 ans, on peut complètement s'y épanouir. On peut avoir des enfants, on peut les élever. On peut les élever. Les entreprises sont en train de mettre en place et mettent en place de plus en plus de politiques de responsabilité sociale qui vont d'ailleurs pour les femmes et aussi pour les jeunes hommes, les équilibres de temps de vie, la parentalité. Et il y a aussi également, pour faire une carrière en entreprise, il y a tout ce qui est, au-delà des freins et des stéréotypes, tout ce qui est la détection des talents. Les entreprises mettent en place des politiques pour favoriser autant les hommes que les femmes. Pour éviter le fameux plafond de verre. Le plafond de verre, voilà. Et il y a toute cette déconstruction de stéréotypes. C'est bien ce que font nos marraines chez Elle Bouge, c'est de montrer que dans cette industrie qui est quand même extrêmement patriarcale, il y a la place des femmes. Et il y a un véritable enjeu d'efficacité. Jeanne, on va parler de quelque chose qui a été finalement pas terrible pour les femmes, c'est la réforme du bac. Alors oui, je vous propose de retourner en 2018, ça peut sembler un petit peu loin, mais ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. L'ancien ministre de l'Éducation nationale, donc Jean-Michel Blanquer, annonçait sa grande réforme du bac, avec un point très important, la fin des maths obligatoires dès la première. Donc concrètement, ceux et celles qui le souhaitaient, dès la première, pouvaient choisir de ne plus faire du tout de mathématiques, plus de matières scientifiques, et de choisir d'autres options, parmi lesquelles la littérature, l'histoire-géographie notamment. Ça avait fait une telle polémique que son successeur Pape Ndiaye était finalement revenu dessus. Il avait annoncé en 2022 le retour des maths en première dès 2023, avec la possibilité de ne plus en faire en revanche en terminale. Alors, est-ce que ça a eu un impact sur le choix d'orientation des jeunes filles ? Alors, cela varie en fonction des matières. Concernant les maths, par exemple, avant la réforme, 41,9% des filles suivaient les maths en terminale, contre 39% en 2021. Donc, il y a eu un léger taux d'abandon. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand on regarde le choix ce qu'on appelle les doublettes ou les triplettes, donc le choix des spécialités qu'elles souhaitent ensuite passer au bac. Quand on regarde un petit peu cet ordre de priorité, les filles choisissent davantage l'aspect SES, l'aspect histoire en priorité, puis l'aspect donc c'est sciences économiques et sociales. Histoire, donc elles pourront passer au bac, et puis souvent c'est la SVT en première. Donc la biologie. La biologie, qu'elles pourront abandonner en terminale. Et du côté des garçons, en revanche, eux, ils vont préférer les maths, la physique, puis les sciences économiques et sociales. Donc des choix très différents. Alors quel constat peut-on en tirer ? Une étude publiée en 2021 par 2 chercheurs sur le sujet prouve que le fait de permettre aux jeunes filles de se priver très tôt de ces matières scientifiques, notamment des mathématiques, ça leur empêche d'avoir le fameux déclic qu'elles auraient pu avoir en première ou en terminale, en abordant la matière différemment, en approfondissant aussi les sujets avec des professeurs, et on se rend compte que potentiellement sur Parcoursup, en fait, elles ont aussi leur chance, notamment en prépa ingénieur, mais aussi en prépa économique, parce que si elles choisissent de ne plus faire de maths, elles se ferment énormément de portes. On ne peut pas non plus remettre complètement la faute sur le dos de cette réforme du bac, puisqu'il y a des chiffres qui sont très ancrés, et notamment dès le plus jeune age. En 2021, l'Institut des politiques publiques montrait que les filles décrochaient en maths dès le début du CP. Donc ce n'est pas uniquement la faute du bac. D'accord. Amandine, on va revenir un peu sur l'histoire. On parlait d'au début. Au début, on pensait vraiment que les femmes avaient un problème de cerveau et ne pouvaient pas faire des maths. Alors, on le pensait vraiment, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a naturalisé cette différence. Et en naturalisant cette différence, on a cherché des explications biologiques et dire que les filles avaient un cerveau différent, qu'elles n'avaient pas la buzz des maths, on a déjà entendu parler, c'est
dire que naturellement, elles n'étaient pas capables de comprendre, et c'était pareil pour la philosophie, qu'elles n'étaient pas capables de comprendre la profondeur des textes, toute la pensée politique notamment qu'il y avait derrière. Et donc on leur ferme comme ça en leur disant qu'elles ne sont pas faites pour ça. Et on va les pousser vers d'autres matières, d'autres disciplines qui sied aux jeunes filles, notamment pour préparer à leur rôle de mère. Et d'épouses. Et d'épouses. Et ce n'était pas que les matières scientifiques, on disait qu'elles n'étaient pas faites pour, parce que c'était aussi le latin et le grec. Donc pour le coup, c'est des matières littéraires. Oui, mais c'était l'idée aussi pour le latin et le grec de leur fermer les portes du baccalauréat et aussi d'aller d'une possibilité de rentrer à l'université. Mais effectivement, parce qu'elles n'auraient pas cette utilité du latin et du grec vraiment au quotidien. Parce qu'elles n'étaient pas destinées à faire des études au départ. C'est ça. Est-ce qu'on peut rappeler les différentes dates quand est-ce que les grandes écoles et universités sont-elles devenues mixtes? Alors, déjà... C'est assez surprenant. Oui. Alors déjà, le baccalauréat devient le même pour les filles et les garçons à partir de 1924 dans le public. Et... dans l'entre-deux-guerres, on a plusieurs filles qui vont rentrer, de plus en plus de filles qui vont rentrer dans les universités. Pour les grandes écoles, la dernière à devenir mixte, enfin les dernières, c'est les ENS. Les écoles normales supérieures. Voilà, en 1986. Mais oui, sinon, 1986, c'est quand même très tardif. Alors, ce qui s'explique, c'est qu'il y avait une école pour filles, une école pour garçons, donc ça a permis de maintenir la différence assez longtemps. Mais pour le reste, c'est plutôt dans les années 70 que la mixité est instaurée, où les premières filles rentrent dans ce qu'on appelait les derniers bastions masculins, type Polytechnique, etc. Oui, plutôt dans les années 70. Oui. Quand même, vous parlez des écoles normales supérieures, il y avait quand même quelque chose de positif dans cette non-mixité, c'est qu'il y avait finalement, chaque année, on sortait le même nombre d'agrégés de maths filles que le nombre d'agrégés garçons. Là, aujourd'hui, on a des promotions à l'ENS Ulm en maths où il y a 0 fille. Oui. J'ai vérifié. Hein, j'en ai parlé au directeur de l'ENS. J'étais quand même assez surprise que parmi les lauréats, il n'y avait que des lauréats et pas de lauréates. Oui, effectivement, le fait d'avoir des réseaux séparés a fait qu'on a formé des personnels féminins pour les filles, des personnels masculins pour les garçons. Et donc, ça laissait une porte dans les cadres de l'enseignement qui était un métier pensé comme féminin et qui allait aux femmes. Mais ça laissait comme une porte assez... Il y avait même une école polytechnique féminine. Et un HEC féminin aussi qui était à côté. Et donc l'avantage, c'est que ça a permis d'ouvrir cette voie-là. Et quand la mixité s'est mise en place, en cachant tout à fait la question du sexe, ou du genre plutôt, on voit que sur certaines statistiques, il y a plus d'hommes qui sont devenus, par exemple, directeurs d'établissements, etc. Valérie Brousseau, est-ce qu'il faut justement revenir à... Parce que finalement, c'était des quotas, hein, quand il y avait 50 normaliennes en mathématiques et 50 normaliens, c'était des quotas. Est-ce qu'il faut revenir à des quotas pour assurer la parité dans tout l'enseignement supérieur? Alors, il faudrait... Du coup, on serait obligé d'instaurer la parité dans les écoles d'infirmières. Ce serait un peu... Mais voilà, est-ce que c'est une idée, en tout cas, qui fait son chemin ou pas du tout? Alors, nous, côté Elle Bouge, nous avons fait des propositions, notamment lors de la Semaine internationale des droits de la femme, à la Commission nationale des villes qui a organisé justement une étude et une table ronde sur l'accès des filles dans les carrières scientifiques. Effectivement, nous, ce qu'on proposerait, c'est effectivement d'avoir des quotas à l'entrée dans les écoles d'ingénieurs, dans les maths sup, maths spé, pour qu'il y ait autant de filles que de garçons et ainsi transformer en sortie le fait qu'il y ait autant de diplômés ingénieurs ou techniciens, filles que garçons. Donc, par exemple, il faudrait autant de filles que de garçons dans la prépa de Janson de Sailly, par exemple. C'est ça. Et ensuite, pareil... Et après, à la sortie des concours, eh bien, on sélectionne autant de filles que de garçons, de manière à ce que dans l'entrée d'école d'ingénieurs ou dans les autres études supérieures, il y ait autant de jeunes hommes que de jeunes filles. Mais alors, est-ce qu'on peut penser que, par exemple, il y a des filières exclusivement féminines, comme les juges? C'est assez surprenant, mais il y a beaucoup de juges qui viennent faire des stages au Figaro et j'ai jamais vu d'hommes. Et là aussi, il faudrait peut-être instaurer du coup
la parité, pas uniquement dans les filières scientifiques. Ça pourrait l'être, effectivement. En médecine aussi, il y a 60% de femmes dans les universités, dans les facultés de médecine. Nous, côté Elle Bouge, on œuvre sur la partie ingénieur et technicien, donc je laisserai cette filière se prononcer, mais il y a un véritable enjeu aussi d'efficacité. Si on regarde cette histoire de parité, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même des études académiques qui disent que dès lors qu'on a 24% de femmes dans un groupe, eh bien, l'efficacité collective de ce groupe, elle est augmentée de 40%. Justement, ça me donne Garance. Est-ce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui ont instauré des quotas ? Oui, d'abord parce que la réglementation... Dans les équipes d'informaticiens, dans les équipes d'ingénieurs. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont instauré des quotas parce que la réglementation a bougé, elle s'est durcie en matière d'égalité professionnelle. Donc les entreprises sont très fortement incitées à avoir plus de mixité. Et par ailleurs, il y a un souci d'efficacité, comme vous le soulignez. Donc de toute façon, on a tous intérêt collectivement à avoir une meilleure égalité pro parce que quand il y a plus d'hommes dans les métiers du care, par exemple, ça permet aussi... Donc c'est les métiers du soin, l'infirmière... Absolument, et inversement, plus de femmes dans les métiers de l'industrie, du numérique, etc. Ça permet d'avoir un monde plus équilibré. Je le rappelle aussi, les femmes sont plus diplômées aujourd'hui que les hommes, statistiquement parlant, et elles continuent à gagner 17% de moins à compétences et diplômes égales. Donc il y a un vrai problème juste d'équité et de représentativité des hommes et des femmes dans la société tout entière. Si je peux me permettre, la logique est peut-être différente à l'entrée d'une entreprise, à l'entrée d'une école, parce que les écoles d'ingénieurs sont des concours, donc si on regarde les notes, qu'il y a plus de garçons qui rentrent, c'est peut-être parce que les garçons sont plus nombreux à se présenter et ils sont plus nombreux à avoir de meilleures notes. Peut-être plus difficile d'imposer aux écoles. C'est justement en sortie, à l'issue des concours, c'est pour ça qu'on propose cette histoire de quota en disant, même s'il y a plus de garçons à l'entrée, il faut qu'à la fin, on aille plus loin chercher les filles qui arrivent dans... Mais du coup, Jeanne a raison, ça veut dire que le concours, finalement, deviendrait beaucoup plus difficile pour les garçons. Oui. Puisqu'ils seraient beaucoup plus nombreux et le nombre de places serait plus faible. C'est ça. Donc, est-ce que ce serait difficilement acceptable ? Oui, mais si on ne force pas le système, on n'arrivera pas. Enfin, aujourd'hui, on est à 23% de femmes dans les écoles d'ingénieurs. On progresse très, très lentement. Il y a 50% de femmes en France, 30% dans l'industrie. Donc, nous, côté Elle Bouge, on transforme, on suscite des vocations, mais il faut aussi que ce soit un collectif et qu'on travaille tous ensemble, associations, pouvoirs publics, pour faire évoluer les mentalités. Et on a vu l'effet des quotas sur des lois Rixin, etc., qui ont quand même bien fait progresser. Donc, oui, pour les comités de direction, les conseils d'administration. Voilà. Et donc, du coup, on voit le bénéfice du contexte législatif. C'est pour ça que nous, on va dans ce sens pour pouvoir faire avancer les choses et bouger les lignes plus vite. Amandine, est-ce que c'est le sens de l'histoire, finalement, les quotas ? Alors, le sens de l'histoire, je ne sais pas. En tout cas, c'est un débat politique et sociétal qui est important. C'est toute la question de est-ce qu'on reste dans un modèle égalitaire qui ferait semblant de cacher le fait qu'il y a des inégalités structurelles dont on a parlé, le fait que c'est pas anodin qu'il n'y ait pas de garçons. En fait, là, on a beaucoup parlé des filles, mais c'est pas non plus anodin qu'il n'y ait pas de garçons qui se projettent dans les métiers du care, donc infirmiers, etc., qui, en bout de course, on l'a dit, étaient les moins payés, moins bien payés en tout cas. Et donc, ça reste un débat... Ils sont aussi moins nombreux dans les filières littéraires. Alors qu'avant, on pensait que les études de philosophie, c'était quelque chose des métiers de garçons, en fait. Mais aussi dans les écoles d'art, je vois beaucoup de filles, alors que moi, dans mon idée, les écoles d'art, c'était plutôt des métiers de garçons. Il y a aussi pas l'idée d'un sens de l'histoire, mais le changement au XXe siècle, ça a été aussi que les études scientifiques ont pris le pas en reconnaissance sociale par rapport aux études littéraires. Et donc, se joue là aussi ce renversement où les études scientifiques, technologiques, etc., d'ingénieurs, dans une France qui se modernise, etc., ont été investis massivement par les garçons. Et donc, le débat qui est là, c'est celui qu'on pose... C'est très culturel, finalement. C'est aussi celui de, est-ce qu'on reste dans un modèle égalitaire qui ferait qu'on ne regarde pas, ou est-ce qu'on passe sur un modèle d'équité où on se rend compte qu'il y a des freins au début de la socialisation des enfants
qui, en bout de course, font qu'on ne se projette pas dans les mêmes métiers. En tout cas, ce qu'on pourra retenir aussi, c'est de laisser le temps aux femmes d'aimer les maths. C'est ce que j'ai bien aimé aussi, parce que j'avais entendu les témoignages de prix de scientifiques célèbres, où ils disaient justement que les femmes, le rapport avec les maths est très différent. Elles mettent plus de temps souvent. Le déclic se fait un peu plus tardivement. Et une des dernières études qui vient d'être sortie là, pour le 8 mars par l'Éducation nationale montre que les filles à niveau égal, même dans les groupes de niveau bon, à niveau égal en mathématiques, se représentent comme moins bonnes que les garçons à niveau égal. Donc après, en bout de course, quand on se représente moins bon, on va moins aller vers les maths. Le garçon, c'est toujours, oui, mais il est un peu paresseux, il va tout donner, c'est sûr, alors qu'il n'a que 12. Et tandis que une fille avec 12, elle dit ah non, mais je suis complètement nulle en maths, c'est un malentendu que j'ai 12, en fait, je suis nulle. Et en bout de course, c'est là où je pense qu'il est important qu'il y ait des modèles pour montrer qu'on peut se projeter dans les mathématiques. Merci beaucoup. Merci Valérie Brousseau de l'association Elle Bouge, Amandine Charvet, historienne, Garance Hiverneau de Garance et moi, cabinet d'orientation, Jeanne Patureau et Cécile Brulot à la programmation. Merci, je vous donne rendez-vous à très bientôt, chaque samedi à l'émission Paris d'école sur Figaro TV Île-de-France.